Dans les profondeurs de la psyché humaine, là où les murmures de l'inconscient résonnent plus fort que les cris du monde extérieur, il existe un principe que peu de gens osent explorer. Ce principe n'est pas seulement un outil de productivité, mais un portail vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce qui compte vraiment dans nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes accomplissent en 2 heures ce que d'autres mettent 2 jours à faire? Pourquoi certaines actions génèrent des résultats disproportionnellement plus importants que d'autres? La réponse ne se trouve pas dans les techniques superficielles de gestion du temps qui inondent les réseaux sociaux, mais plutôt à l'intersection de la sagesse antique des philosophes stoïciens et des aperçus révolutionnaires de Carl Gustav Jung sur la nature humaine. Ce texte est une invitation à une réflexion profonde. Ce n'est pas un énième manuel de productivité rempli de conseils vides et de promesses mirifiques. C'est un voyage intérieur qui combine la rigueur scientifique de la psychologie analytique de Jung avec la sagesse pratique du principe de Pareto, le tout assaisonné de la sérénité stoïque qui caractérise les grands esprits français. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la productivité. Préparez-vous à découvrir que la véritable efficacité ne naît pas du fait de faire plus, mais de comprendre mieux. Et, par-dessus tout, préparez-vous à trouver dans le silence intérieur la clé pour doubler votre productivité sans sacrifier votre humanité. Nous vivons dans une époque de bruit constant. Pas seulement le bruit extérieur des villes, des notifications, des demandes incessantes pour notre attention, mais surtout le bruit intérieur, cette conversation mentale incessante que Jung appelait la Babel intérieure. Ce bruit n'est pas qu'une distraction, c'est le principal obstacle à la véritable productivité. Quand Jung parlait de l'individuation, le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment, il ne se référait pas seulement au développement personnel au sens moderne. Il soulignait quelque chose de bien plus profond. La nécessité de distinguer entre le bruit et le signal, entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu dans notre expérience psychique. Le philosophe stoïcien Épictète, qui connaissait bien la valeur du silence intérieur, nous rappelait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur les choses. Cette observation, apparemment simple, contient toute l'essence de ce dont nous parlerons dans ce texte. La productivité n'est pas une question de faire plus de choses. C'est une question de faire les bonnes choses avec le bon état d'esprit. Jung a découvert, à travers des décennies de travail clinique et d'auto-observation, que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de clarté. Quand nous parvenons à apaiser le bruit intérieur, les préoccupations inutiles, les jugements automatiques, les projections inconscientes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous commençons à percevoir des schémas qui étaient auparavant invisibles. C'est dans cet état de clarté silencieuse que le principe de Pareto se révèle dans toute sa puissance. Vilfredo Pareto, un économiste italien, a observé que 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Mais cette observation mathématique ne devient un outil de transformation personnelle que lorsque nous l'appliquons avec la sagesse qui vient de la connaissance de soi profonde. La question n'est pas simplement d'identifier quels 20% de vos activités génèrent 80% de vos résultats, bien que ce soit important. La question fondamentale est: comment pouvez-vous développer la clarté intérieure nécessaire pour percevoir ces schémas au milieu du chaos de la vie moderne? Jung nous a enseigné que tout concept lumineux projette une ombre. L'ombre de la productivité moderne est la compulsion d'agir, l'illusion que le fait d'être occupé équivaut à être productif. Cette ombre se manifeste de plusieurs manières: l'anxiété constante, le sentiment de ne jamais en faire assez, l'incapacité de profiter des moments de loisirs créatifs. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire plusieurs tâches simultanément en pensant que cela vous rendrait plus efficace, pour découvrir à la fin de la journée que vous n'avez réalisé que très peu de choses réellement significatives? C'est l'ombre qui agit. Elle nous persuade que le mouvement est un progrès, que le bruit est de la productivité.
Les anciens stoïciens comprenaient bien ce phénomène. Marc Aurèle, dans ses Pensées, écrivait sur l'importance de distinguer entre l'action et l'agitation. Il est possible de commettre une erreur par omission aussi bien que par action. Mais il savait aussi que l'action la plus puissante est parfois la non-action, la capacité de s'arrêter, d'observer et de choisir consciemment. Le silence productif n'est pas une inactivité, c'est une activité consciente. C'est l'état d'esprit dans lequel nous parvenons à percevoir clairement quels sont réellement les 20% d'efforts qui produiront 80% de nos résultats. Mais pour atteindre cet état, nous devons d'abord confronter notre relation au bruit, tant extérieur qu'intérieur. Jung a observé que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Appliqué au contexte de la productivité, cela signifie que notre irritation face aux distractions externes reflète souvent notre incapacité à gérer les distractions internes. L'environnement externe n'est qu'un miroir de notre paysage psychique intérieur. Lorsque nous commençons à cultiver le silence intérieur, par l'observation consciente de nos schémas mentaux, par l'acceptation stoïque de ce que nous ne pouvons pas contrôler et par la focalisation jungienne sur ce qui est vraiment important pour notre individuation, quelque chose de magique se produit. Notre productivité se transforme naturellement. Elle ne devient pas seulement plus grande en quantité, mais profondément différente en qualité. Nous commençons à travailler non plus dur, mais plus intelligemment. Non plus vite, mais avec plus de précision, et nous découvrons que le véritable pouvoir du principe de Pareto ne réside pas dans les mathématiques, mais dans la sagesse de l'appliquer en pleine conscience. Dans la cartographie de l'inconscient collectif tracée par Jung, il existe un archétype particulièrement pertinent pour notre discussion sur la productivité, le travailleur compulsif. Cet archétype se manifeste chez la personne qui confond sa valeur personnelle avec le volume de travail, qui croit que sa dignité est directement liée à sa capacité à faire plus. Jung a observé que les archétypes sont des schémas de comportement universels qui habitent l'inconscient collectif. Ils ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce sont des énergies primordiales qui peuvent être constructives ou destructives, selon la manière dont nous les intégrons consciemment dans nos vies. Le travailleur compulsif, lorsqu'il n'est pas intégré consciemment, nous mène à une productivité superficielle et autodestructrice. C'est l'énergie qui nous pousse à vérifier nos emails de manière compulsive, qui nous empêche de dire non à des engagements inutiles, qui nous persuade que s'arrêter, c'est échouer. Mais lorsque nous comprenons et intégrons consciemment cet archétype, il se transforme en quelque chose de complètement différent. La capacité de travailler avec une concentration intense lorsque c'est nécessaire, la discipline pour maintenir la constance dans nos efforts, et la sagesse de reconnaître quand le travail est véritablement important. Jung parlait souvent de l'archétype du sage intérieur, cette voix silencieuse qui sait ce qui est vraiment important. Ce sage n'est pas une entité mystique, mais plutôt la capacité développée d'accéder à notre sagesse intuitive, à notre compréhension profonde des priorités et des valeurs. C'est le sage intérieur qui nous permet d'appliquer le principe de Pareto de manière véritablement transformatrice. Alors que notre esprit rationnel peut identifier des schémas superficiels, quelle tâche génère le plus de résultats immédiats, c'est seulement par la sagesse intérieure que nous parvenons à distinguer entre des résultats réellement significatifs et de simples bruits statistiques. Par exemple, vous pouvez découvrir que 80% de vos revenus proviennent de 20% de vos clients. C'est une observation valide du principe de Pareto. Mais le sage intérieur va plus loin. Il demande si ces revenus sont alignés avec vos valeurs les plus profondes, s'ils contribuent à votre individuation, s'ils créent une valeur authentique dans le monde. Les stoïciens français, avec leur élégance intellectuelle caractéristique, comprenaient parfaitement cette distinction. Blaise Pascal, dans ses Pensées, observait que « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Cette raison du cœur
est précisément ce que Jung identifiait comme la sagesse archétypale du sage intérieur. Jung a introduit le concept de la persona, le masque social que nous portons pour interagir avec le monde extérieur. Dans le contexte de la productivité moderne, beaucoup d'entre nous développons une persona productive, une identité entièrement basée sur notre capacité à exécuter des tâches, à respecter des délais et à générer des résultats mesurables. Cette persona productive peut être utile jusqu'à un certain point. Elle nous aide à fonctionner dans des environnements professionnels, à maintenir la discipline dans nos projets, à communiquer notre compétence aux autres. Mais lorsque nous nous identifions complètement à elle, nous perdons le contact avec des aspects plus profonds de nous-mêmes. La transcendance de la persona productive ne signifie pas abandonner l'efficacité, mais plutôt la mettre au service de quelque chose de plus grand. C'est reconnaître que la véritable productivité n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'exprimer notre nature la plus authentique dans le monde. Lorsque nous parvenons à transcender notre persona productive, quelque chose d'intéressant se produit. Notre efficacité réelle augmente de manière spectaculaire. Cela est dû au fait que nous cessons de gaspiller de l'énergie psychique à maintenir une identité artificielle et commençons à travailler à partir de notre centre authentique. Le concept le plus central de l'œuvre de Jung est le processus d'individuation, le voyage psychologique par lequel nous devenons ce que nous sommes vraiment. Ce processus n'est pas seulement psychologique. Il a de profondes implications pratiques sur la manière dont nous organisons notre vie et notre travail. L'individuation appliquée à la productivité signifie découvrir votre style de travail unique, vos rythmes naturels, vos sources de motivation authentiques. Il ne s'agit pas de copier les méthodes des autres, aussi réussies soient-elles, mais de développer une approche qui résonne avec votre nature essentielle. Jung a observé que le privilège de toute une vie est de devenir ce que l'on est. Dans le contexte de la productivité, cela se traduit par le courage de développer des méthodes de travail qui peuvent sembler non conventionnelles, mais qui fonctionnent parfaitement pour vous. Peut-être découvrirez-vous que vous êtes plus productif en travaillant par bloc intense de 3 heures, suivies de longues pauses, même si cela va à l'encontre du conseil populaire de faire des pauses fréquentes. Ou peut-être réaliserez-vous que votre créativité s'épanouit mieux dans le chaos apparent de projets multiples et simultanés, contredisant la sagesse conventionnelle du focus sur une seule tâche. Jung a introduit le concept de synchronicité, des coïncidences significatives qui révèlent des schémas cachés dans l'expérience humaine. Dans le contexte de la productivité, la synchronicité se manifeste lorsque nous commençons à remarquer des schémas qui vont au-delà des relations causales évidentes. Par exemple, vous pourriez commencer à percevoir que vos idées les plus précieuses surgissent toujours pendant certaines activités apparemment improductives, des promenades, des conversations informelles, des moments de rêverie. Cette perception révèle un schéma synchronistique qui peut transformer complètement votre approche du travail créatif. Le principe de Pareto, lorsqu'il est appliqué avec sensibilité aux synchronicités, devient bien plus qu'un outil statistique. Il devient une méthode pour découvrir les schémas uniques et personnels qui régissent notre productivité individuelle. Les stoïciens avaient une compréhension similaire à travers le concept de sympatheia, l'interconnexion fondamentale de toutes les choses. Marc Aurèle écrivait sur la manière dont des événements apparemment séparés font partie d'une trame plus vaste de sens. Lorsque nous appliquons cette compréhension à notre vie professionnelle, nous commençons à voir des connexions qui étaient auparavant invisibles. Cette perspective nous permet d'identifier non seulement quelles activités génèrent le plus de résultats, mais aussi de comprendre pourquoi certaines combinaisons d'activités créent des effets synergiques inattendus. C'est la différence entre suivre une formule et danser avec les schémas uniques de votre propre expérience. Vilfredo Pareto, lorsqu'il a formulé son observation sur la distribution disproportionnée des résultats, décrivait un schéma qui va bien au-delà de l'économie. Jung
aurait reconnu dans ce principe une manifestation de la nature psychique elle-même. Tout dans l'esprit humain n'a pas le même poids. Toute expérience ne porte pas la même charge de signification. Le véritable pouvoir du principe de Pareto ne réside pas dans sa précision mathématique. Les nombres 80-20 ne sont que des approximations, mais dans sa révélation que la vie humaine est intrinsèquement asymétrique. Certains moments contiennent des décennies de signification. Certaines perceptions transforment des années de confusion. Certaines actions génèrent des ondes de conséquences qui se propagent indéfiniment. Jung a observé que les moments les plus transformateurs d'une analyse ne naissent pas de l'accumulation progressive d'aperçus, mais de réorganisation soudaine de la conscience. C'est comme si la psyché opérait selon son propre principe de Pareto. 20% des sessions génèrent 80% de la transformation réelle. Cette compréhension a de profondes implications sur la manière dont nous abordons la productivité. Si nous acceptons que toutes les actions n'ont pas le même poids transformateur, notre tâche n'est pas de maximiser la quantité d'actions, mais de développer la sensibilité pour reconnaître et prioriser celles qui portent le plus grand potentiel d'impact. Lorsque nous appliquons le principe de Pareto à la géographie intérieure de la psyché, nous découvrons des paysages fascinants. Jung a cartographié cette géographie à travers les concepts de complexes autonomes, des constellations d'énergie psychique qui opèrent comme des centres secondaires de conscience en nous. Certains de ces complexes sont extrêmement productifs, d'autres sont des gouffres d'énergie. Le complexe du perfectionnisme, par exemple, peut consommer 80% de notre énergie mentale, tout en ne produisant que 20% d'amélioration réelle dans nos résultats. En revanche, le complexe de la curiosité authentique peut n'occuper que 20% de notre temps conscient, mais générer 80% de nos découvertes les plus précieuses. La sagesse stoïcienne s'aligne parfaitement avec cette perspective jungienne. Lorsque Sénèque écrivait sur l'importance de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, il appliquait, en essence, un principe de Pareto émotionnel. Concentrer notre énergie limitée sur les domaines où notre investissement peut générer le plus grand retour en termes de sérénité et d'efficacité. L'un des aperçus les plus contre-intuitifs qui émergent de l'application jungienne du principe de Pareto est le concept de improductivité productive. Jung a observé que certains des processus psychologiques les plus importants, l'intégration d'expériences, le traitement créatif, la réorganisation des priorités, se produisent précisément dans les moments que notre culture considère comme improductifs. La rêverie, par exemple, est souvent perçue comme une perte de temps. Mais des recherches modernes confirment ce que Jung pressentait. C'est pendant ces états apparemment oisifs que notre esprit établit des connexions créatives, résout des problèmes complexes et intègre des apprentissages. En d'autres termes, 20% de notre temps improductif peut générer 80% de nos aperçus les plus précieux. Cette compréhension révolutionne complètement notre approche de la gestion du temps. Au lieu de tenter d'éliminer tous les moments d'inactivité apparente, nous commençons à les cultiver consciemment. Nous reconnaissons que la véritable productivité inclut des périodes d'incubation, de réflexion et d'intégration. Les Français ont une compréhension culturelle profonde de cette dynamique. Le concept de flânerie, l'art de se promener sans but précis, n'est pas perçu comme de la paresse, mais comme une forme sophistiquée de culture intérieure. Il est reconnu comme un temps nécessaire pour que l'esprit traite les expériences et génère des aperçus. Jung a étudié en profondeur l'alchimie médiévale, non pas comme une science primitive, mais comme un système sophistiqué de symboles pour les processus de transformation psychologique. L'un des principes alchimiques les plus pertinents pour notre discussion est le solve et coagula. Dissoudre et coaguler. Appliqué à la productivité, ce principe suggère que nous devons alternativement élargir notre attention pour percevoir des possibilités et la contracter pour nous concentrer sur l'exécution. La plupart des gens restent coincés à l'une des extrémités. Soit leur attention est constamment dispersée, soit elle est constamment contractée.
Le principe de Pareto nous enseigne que l'alternance consciente entre ces états peut être immensément puissante. 20% de notre temps peut être dédié à l'expansion attentionnelle, brainstorming, exploration, connexion d'idées apparemment non liées. Les 80% restants peuvent être dédiés à la contraction attentionnelle, exécution ciblée des idées les plus prometteuses. Jung a observé que la psyché a ses propres rythmes, qui ne coïncident pas toujours avec les horaires imposés de l'extérieur. Certains d'entre nous sont plus créatifs à l'aube, d'autres s'épanouissent en fin d'après-midi. Certains ont besoin de longues périodes de préparation avant de produire, d'autres travaillent mieux sous la pression de délais serrés. Le véritable principe de Pareto jungien inclut la découverte et le respect de vos rythmes personnels. Peut-être découvrirez-vous que 20% de votre journée, disons de 6 heures à 8 heures du matin, correspondent à 80% de votre capacité créative. Ou que 20% de vos projets, ceux qui résonnent vraiment avec votre vocation la plus profonde, génèrent 80% de votre satisfaction professionnelle. Cette découverte n'est pas seulement une question d'optimisation externe, mais d'alignement interne. Lorsque nous parvenons à synchroniser nos actions avec nos rythmes psychiques naturels, nous expérimentons ce que Jung appelait l'énergie disponible, un état de flux où l'effort conscient est minimal, mais la productivité est maximale. Les stoïciens ont développé un art sophistiqué de transformer les obstacles en opportunités. Marc Aurèle observait que l'empêchement de l'action devient l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cette perspective s'aligne parfaitement avec la compréhension jungienne que notre ombre, ce à quoi nous résistons ou que nous nions en nous-mêmes, contient souvent exactement l'énergie dont nous avons besoin pour notre prochaine étape de développement. Appliqué au principe de Pareto, cela signifie que notre résistance à certaines tâches ou méthodes peut nous indiquer précisément où se trouvent les opportunités d'impact le plus importants. La procrastination, par exemple, n'est pas toujours un signe de paresse. Elle est parfois une sagesse inconsciente, nous avertissant que quelque chose n'est pas aligné avec nos priorités les plus profondes. Lorsque nous commençons à enquêter consciemment sur nos résistances, au lieu de simplement essayer de les surmonter par la force de la volonté, nous découvrons souvent qu'elles contiennent des informations précieuses sur la façon de réorganiser notre travail de manière plus efficace. Cette approche transforme complètement notre relation avec les difficultés et les obstacles. Au lieu de les voir comme des interférences à notre productivité, nous commençons à les reconnaître comme des signaux que nous touchons à quelque chose d'important, comme des indicateurs de l'endroit où notre énergie peut être le mieux dirigée. Les philosophes stoïciens comprenaient une vérité fondamentale que notre ère d'abondance a apparemment oubliée. La sagesse ne consiste pas à ajouter plus d'éléments à la vie, mais à en soustraire les inutiles. Cette compréhension est l'essence de l'application stoïcienne du principe de Pareto. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette observation va au-delà de la gestion temporelle superficielle. Elle pointe vers une question ontologique fondamentale. Que signifie vivre de manière essentielle ? Lorsque nous examinons notre vie à travers la lentille de l'essentiel, nous découvrons des couches et des couches d'activité, d'engagement et de préoccupation qui ne contribuent pas réellement à ce que nous considérons comme le plus important. Ces couches ne sont pas seulement des inefficacités externes, elles sont des manifestations de confusions internes concernant nos véritables priorités. La pratique stoïcienne de la premeditatio malorum, la contemplation anticipée des pertes possibles, n'est pas morbide, mais éclairante. Lorsque nous imaginons la perte de certaines activités ou possessions, nous découvrons souvent que beaucoup d'entre elles ne nous manquent absolument pas. Cette découverte est libératrice. Elle révèle à quel point notre énergie était gaspillée dans des choses qui n'avaient pas réellement d'importance. Épictète a établi l'une des distinctions les plus puissantes de la philosophie pratique, la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas.
Cette distinction, lorsqu'elle est appliquée rigoureusement à la productivité, produit une révolution dans la manière dont nous organisons notre vie et notre travail. La plupart des gens gaspillent d'énormes quantités d'énergie mentale à se soucier de résultats qui ne sont que partiellement sous leur contrôle. Ils se préoccupent des réactions des autres à leur travail, des fluctuations du marché, des décisions de leurs supérieurs ou de leurs clients. Cette préoccupation n'est pas seulement improductive, elle est activement destructive, car elle draine l'énergie qui pourrait être dirigée vers ce que nous pouvons réellement influencer. Lorsque nous appliquons rigoureusement la dichotomie du contrôle, nous découvrons que notre sphère d'influence réelle est beaucoup plus petite que nous l'imaginions, mais aussi beaucoup plus puissante. Nous pouvons contrôler notre effort, notre attention, notre réponse aux circonstances, nos choix d'instant en instant. Et lorsque nous concentrons toute notre énergie sur ces éléments contrôlables, notre efficacité réelle augmente de manière exponentielle. C'est une application profonde du principe de Pareto. 20% de nos préoccupations, celles liées à ce que nous pouvons réellement contrôler, ont le potentiel d'influencer 80% de nos résultats. Les 80% restants de nos préoccupations, liées à ce que nous ne pouvons pas contrôler, ne produisent que de l'anxiété et de la dispersion. Marc Aurèle, écrivant ses pensées pendant des campagnes militaires, a développé une compréhension profonde du pouvoir de l'attention présente. Il observait que l'esprit indiscipliné s'échappe constamment du moment présent, se perdant dans des lamentations sur le passé ou des anxiétés sur le futur. Cette observation a des implications directes pour la productivité. Lorsque notre attention est fragmentée entre des temporalités multiples, se souvenant des erreurs passées, anticipant les problèmes futurs, notre capacité d'action présente est considérablement réduite. C'est comme essayer de conduire une voiture en regardant uniquement dans les rétroviseurs ou en fixant seulement l'horizon lointain. La pratique stoïcienne de l'attention présente n'est pas seulement une technique de pleine conscience, c'est un repositionnement radical de notre énergie vitale. Lorsque nous parvenons à maintenir notre attention fermement ancrée dans le moment présent, nous découvrons qu'une heure de travail concentré peut produire plus de résultats authentiques que des journées entières d'activités dispersées. Cette discipline attentionnelle s'aligne parfaitement avec le principe de Pareto. 20% de notre temps, lorsqu'il est vécu en pleine conscience et avec une concentration totale, peut générer 80% de nos résultats les plus significatifs. Le défi n'est pas de trouver plus de temps, mais d'apprendre à habiter pleinement le temps que nous avons. La simplicité stoïcienne n'est pas rudimentaire, elle est sophistiquée. Elle est le résultat d'un processus de distillation qui supprime le superflu pour révéler l'essentiel. Comme un sculpteur qui révèle la statue en retirant le marbre inutile, le praticien stoïcien révèle une vie productive en éliminant les complexités inutiles. Cette simplicité sophistiquée se manifeste dans la capacité à réduire les problèmes complexes à leur dimension essentielle. Au lieu de se perdre dans des analyses infinies ou des planifications excessivement détaillées, le stoïcien identifie les éléments centraux d'une situation et agit en se basant sur eux. Dans un contexte professionnel, cela peut faire la différence entre un rapport de 50 pages que personne ne lit et une synthèse de 2 pages qui transforme la prise de décision. Ou entre une réunion de 3 heures qui génère plus de confusion et une rencontre ciblée de 30 minutes qui clarifie les prochaines étapes. La tradition française a une expression parfaite pour cela. L'art de vivre. Cet art ne consiste pas à maximiser les expériences, mais à affiner la qualité de l'expérience, non pas à accumuler plus, mais à extraire plus de sens de ce que nous possédons déjà. Contrairement à la croyance populaire, la tranquillité stoïcienne n'est pas de la passivité, mais un état de calme alerte qui maximise notre capacité de perception et d'action. C'est comme la surface calme d'un lac profond, qui reflète clairement parce qu'elle n'est pas agitée par des ondes superficielles. Sénèque observait que, pour le sage, rien n'est inattendu.
Cette affirmation ne se réfère pas à la capacité de prédire l'avenir, mais au développement d'une tranquillité intérieure qui nous permet de répondre à n'importe quelle situation avec clarté et efficacité, au lieu de réagir avec agitation et confusion. Lorsque nous appliquons ce principe à la productivité, nous découvrons que la tranquillité n'est pas un luxe que nous pouvons nous permettre seulement après avoir accompli toutes les tâches. C'est la condition préalable pour les accomplir efficacement. Un état d'esprit agité produit des actions agitées, qui à leur tour produisent des résultats confus. La pratique de la tranquillité productive implique d'apprendre à maintenir un centre calme, même au milieu d'une activité intense. C'est la différence entre le surfeur expérimenté, qui maintient l'équilibre même dans les vagues les plus difficiles, et le débutant, qui est constamment renversé parce qu'il n'a pas développé ce centre stable. Le dernier pilier de la philosophie stoïcienne est la justice, non seulement en tant que concept social, mais en tant qu'alignement intérieur entre nos actions et nos valeurs les plus profondes. Lorsque notre travail est en harmonie avec notre compréhension de ce qui est véritablement précieux, nous expérimentons une forme de productivité qui va au-delà de l'efficacité. Nous expérimentons un sens. Marc Aurèle écrivait que chaque action doit contribuer au bien commun et non seulement au bénéfice personnel. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de la productivité. Au lieu de demander simplement « comment puis-je faire plus ?», nous commençons à demander « comment puis-je mieux contribuer ?» Lorsque notre travail est aligné avec notre compréhension de la justice intérieure, nous découvrons des sources d'énergie et de motivation qui transcendent la force de la volonté superficielle. Le travail cesse d'être une simple obligation externe et devient une expression de nos valeurs les plus profondes. Ce changement de perspective a des effets pratiques surprenants. Les décisions qui étaient auparavant difficiles deviennent évidentes. Les priorités qui étaient auparavant confuses deviennent claires. Et nous découvrons que lorsque nous travaillons à partir de cet endroit d'alignement intérieur, notre efficacité externe se multiplie naturellement. C'est peut-être l'application la plus profonde du principe de Pareto. 20% de notre travail, celui qui est réellement aligné avec notre compréhension de la justice et du sens, peut générer 80% de notre satisfaction et de notre impact réel dans le monde. Il existe une mathématique du silence que peu de gens prennent la peine d'étudier. Ce n'est pas l'absence de son qui définit le vrai silence, mais la présence d'une qualité spéciale de conscience, une clarté qui permet de percevoir des schémas qui sont normalement cachés par le bruit de l'esprit hyperactif. Jung a observé que dans les moments de silence profond, la psyché se réorganise naturellement selon des principes d'économie psychique. C'est comme si l'esprit, libéré des demandes constantes de traitements superficiels, pouvait enfin se consacrer au travail le plus important, distinguer l'essentiel du superflu, le significatif du simplement urgent. Cette réorganisation n'est pas aléatoire. Elle suit des schémas qui ressemblent de manière remarquable au principe de Pareto. Dans le silence, nous découvrons que la plupart de nos pensées habituelles sont répétitives et peu productives. Mais quelques-unes, celles qui émergent des profondeurs lorsque nous laissons suffisamment d'espace, portent des germes de transformation authentique. Les maîtres de la tradition contemplative française, de Pascal à Simone Weil, comprenaient cette géométrie du silence. Ils savaient que la qualité de l'attention est plus importante que sa quantité, qu'un moment de clarté profonde vaut plus que des heures d'agitation mentale. Lorsque nous créons des espaces réguliers de silence dans nos vies, nous établissons ce que Jung appellerait un laboratoire intérieur, un espace psychique où peuvent se produire les synthèses créatives qui sont impossibles au milieu du bruit constant. Ce laboratoire n'est pas un lieu physique, bien qu'il puisse être facilité par des environnements appropriés. C'est un état de disponibilité intérieure, une qualité de présence qui permet à des éléments apparemment déconnectés de notre expérience de se recombiner en de nouvelles configurations productives.
La créativité authentique n'est pas forcée, elle est permise. Et elle ne peut émerger que lorsque nous créons les conditions appropriées, silence, patience et une curiosité non dirigée qui permettent à l'esprit d'explorer des connexions inattendues. Dans le contexte du principe de Pareto, ce laboratoire intérieur est l'endroit où nous identifions les 20% d'aperçus qui transformeront 80% de notre approche des problèmes. Ce ne sont pas des aperçus qui arrivent par l'effort mental, mais par la création d'un espace suffisant pour que la sagesse intérieure puisse se manifester. Il existe une différence fondamentale entre l'attention dirigée et l'attention non dirigée. La première est comme un laser. La seconde est comme le soleil. Les deux ont leur place, mais la plupart des gens ne développent que la capacité d'attention dirigée, perdant l'accès au pouvoir transformateur de l'attention diffuse. Jung a observé que nombre des aperçus les plus importants de sa vie sont survenus non pas pendant des moments de concentration intense, mais pendant des périodes de attention flottante, des promenades, des rêveries, des moments de contemplation apparemment oisifs. C'était dans ces états que son esprit établissait des connexions que la pensée dirigée ne pouvait pas atteindre. Cette observation a de profondes implications sur la façon dont nous organisons notre temps de travail. Si nous acceptons que certains de nos aperçus les plus précieux émergent pendant des états d'attention non dirigés, alors protéger du temps pour ces états n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique. La tradition française de la flânerie, l'art de vagabonder mentalement sans but précis, n'est pas un romantisme nostalgique, mais une reconnaissance sophistiquée de la manière dont l'esprit créatif fonctionne réellement. C'est pendant ces périodes apparemment improductives que se produisent les réorganisations qui rendent possible une productivité authentique. L'un des concepts les plus contre-intuitifs dans l'application du silence à la productivité est ce que les taoïstes appellent le Wu Wei, l'action sans effort ou l'effort sans force. Jung a trouvé des échos de ce principe dans ses observations sur la manière dont les transformations psychologiques les plus profondes se produisent. Lorsque nous essayons de forcer les résultats par la seule force de la volonté, nous créons souvent plus de résistance que de progrès. C'est comme essayer de s'endormir. Plus nous nous efforçons, plus cela devient difficile. Mais lorsque nous apprenons à créer les bonnes conditions, puis à permettre au processus naturel de se dérouler, nous découvrons une efficacité qui dépasse tout ce que nous pourrions atteindre par la force. Ce principe s'applique directement au principe de Pareto. Les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats sont rarement celles qui demandent le plus d'efforts bruts. Ce sont celles qui sont les plus alignées avec les courants naturels de la situation, qui travaillent avec les forces existantes au lieu de s'y opposer. Développer la sensibilité pour reconnaître ces courants naturels exige précisément le type de clarté qui émerge du silence intérieur. C'est une compétence qui ne peut pas être apprise par des instructions, mais seulement par la pratique patiente de l'observation silencieuse. La respiration est peut-être la métaphore la plus parfaite pour une productivité véritablement durable. Il y a des moments d'inspiration, littéralement, de prendre en soi, et des moments d'expiration, de donner au dehors. Il y a aussi les pauses naturelles entre les cycles, des moments de tranquillité qui sont essentiels au bon fonctionnement du système dans son ensemble. Jung a observé que la psyché opère également par cycles naturels qui ne peuvent être ignorés sans conséquence. Il y a des moments appropriés pour l'extraversion et des moments appropriés pour l'introversion, pour l'expansion et pour la contraction, pour l'activité et pour l'intégration. La productivité durable honore ces cycles au lieu de lutter contre eux. Cela signifie reconnaître que nous ne devons pas nous sentir également capables d'une action intense à tout moment, et que les périodes d'activité externe moindres ne sont pas nécessairement des périodes improductives. Pendant les périodes d'expiration, lorsque l'énergie se tourne naturellement vers l'intérieur, le travail le plus important peut être l'intégration, le traitement
et la préparation pour le prochain cycle d'action. Tenter de forcer la productivité externe pendant ces périodes aboutit souvent à un travail de qualité inférieur et à un épuisement final. Le silence nous enseigne quelque chose qu'aucune technique de gestion du temps ne peut enseigner: la différence entre le temps chronologique et le temps psychologique. Il y a des moments où 5 minutes contiennent plus de potentiel transformateur que des heures entières d'activité frénétique. Il y a d'autres moments où même des heures d'effort produisent très peu de progrès réels. Cette compréhension n'est pas fataliste, elle est libératrice. Lorsque nous développons la sensibilité pour reconnaître la qualité des différents moments, nous pouvons synchroniser nos actions les plus importantes avec les périodes de plus grand potentiel. C'est comme apprendre à surfer. Au lieu de lutter contre les vagues, nous apprenons à identifier et à chevaucher celles qui nous emmènent le plus loin. Jung a observé que beaucoup de gens manquent des occasions importantes, non pas par manque de compétences, mais par des problèmes de timing. Ils font les bonnes choses au mauvais moment, ou font des choses médiocres à des moments qui étaient parfaits pour des actions extraordinaires. Le développement de cette sensibilité au timing requiert une qualité d'attention qui ne peut être cultivée que dans le silence. Il faut apprendre à écouter les signaux subtils qui indiquent quand nous sommes en harmonie avec les conditions internes et externes qui favorisent différents types d'actions. Jung a développé une compréhension sophistiquée de l'énergie psychique, comment elle est générée, comment elle circule, comment elle peut être gaspillée ou conservée. Cette compréhension a des implications directes pour la productivité, surtout lorsqu'elle est combinée à la pratique du silence intérieur. La plupart des gens fonctionnent avec d'énormes fuites d'énergie, des préoccupations inutiles, des conflits internes non résolus, des résistances inconscientes à des tâches importantes. Ces fuites ne sont pas seulement des inefficacités, elles sont des pertes actives qui réduisent notre capacité totale d'action efficace. Le silence régulier permet d'identifier et de sceller progressivement ces fuites, non pas par la répression ou la force, mais par la compréhension claire de la manière dont notre énergie est utilisée. C'est comme faire un audit énergétique de notre vie intérieure. Lorsque nous parvenons à conserver l'énergie qui était auparavant gaspillée, nous découvrons que nous avons beaucoup plus de ressources disponibles que nous ne l'imaginions. 1 heure de travail avec une énergie totalement concentrée peut produire plus qu'une journée entière d'activités dispersées et fragmentées. C'est peut-être l'application la plus pratique du principe de Pareto. 20% de notre énergie, lorsqu'elle est totalement concentrée et exempte de fuites inutiles, peut générer 80% de nos résultats les plus significatifs. L'un des tests les plus révélateurs de notre relation au silence est la manière dont nous gérons l'ennui. La plupart des gens modernes ont développé une aversion si profonde pour l'ennui qu'ils cherchent immédiatement des distractions dès qu'il apparaît. Mais Jung a observé que l'ennui précède souvent les états de conscience les plus créatifs. L'ennui authentique, et non l'agitation anxieuse que nous confondons souvent avec l'ennui, est un signal que l'esprit a épuisé ses schémas de traitement habituels et qu'il est prêt pour quelque chose de nouveau. C'est un état de disponibilité créative, une fenêtre ouverte sur des possibilités qui n'étaient pas accessibles lorsque nous étions occupés par des stimuli familiers. Lorsque nous apprenons à rester présents avec l'ennui, sans chercher immédiatement d'échappatoire, nous découvrons souvent qu'il se transforme naturellement en curiosité, puis en intérêt et finalement en état de créativité authentique. Cette transformation n'est pas automatique, elle requiert une qualité de patience et de confiance qui ne peut être développée que par la pratique. Mais lorsque nous maîtrisons cet art, nous découvrons l'accès à des sources d'innovation et d'aperçus qui sont inaccessibles à ceux qui fuient toujours l'inconfort initial du vide créatif. Dans un contexte professionnel, cela peut signifier la différence entre des solutions évidentes et superficielles que tout le monde a déjà envisagées et des aperçus véritablement originaux qui transforment l'approche d'un problème. C'est souvent dans les moments de stagnation apparente que se produisent les réorganisations qui rendent possible le prochain saut qualitatif.
Avant d'appliquer une quelconque technique de productivité, il est essentiel de comprendre votre propre paysage intérieur d'efficacité. Ce n'est pas une géographie universelle qui peut être copiée de livres ou de cours, mais un territoire unique qui doit être exploré par l'observation attentive de vos propres schémas. Jung insistait sur le fait que le processus d'individuation ne peut pas être standardisé. Chaque personne doit découvrir son propre chemin vers l'authenticité. Le même principe s'applique à la productivité. Il n'existe pas de formule universelle qui fonctionne pour tout le monde. Il n'existe que la méthodologie pour découvrir ce qui fonctionne pour vous. Cette cartographie commence par l'observation silencieuse de vos rythmes naturels. À quel moment de la journée votre esprit est-il le plus clair? Quel type d'environnement facilite votre concentration? Quelle séquence d'activités génère le plus d'énergie? Et quelle séquence la draine? Quel projet éveille votre curiosité authentique? Et lesquels exigent une force de volonté constante? Ce ne sont pas des questions auxquelles on peut répondre par une analyse intellectuelle. Elles requièrent une qualité d'auto-observation qui combine la précision scientifique avec la sensibilité artistique. C'est comme un botaniste étudiant une espèce rare. Chaque détail observé contribue à une compréhension plus complète de l'organisme dans son ensemble. Le principe de Pareto ne devient vraiment puissant que lorsqu'il est appliqué à ce paysage personnel cartographié avec précision. Ce n'est qu'alors que nous pouvons identifier quels sont réellement les 20% d'activité, d'environnement et d'état d'esprit qui génèrent 80% de nos résultats les plus significatifs. Une fois que votre paysage personnel d'efficacité a été cartographié, l'étape suivante est l'application de la sagesse stoïcienne de la simplification. Mais il ne s'agit pas d'une simplification bête, il ne s'agit pas de couper des choses au hasard. C'est une simplification intelligente, basée sur des critères clairs, découlant de votre compréhension profonde de ce qui est vraiment important. Sénèque a développé une méthodologie pratique pour cette simplification. Il examinait régulièrement ses possessions, ses engagements et ses activités en se demandant « Si je perdais cela demain, est-ce que cela me manquerait? Si je ne faisais pas cela, y aurait-il de réelles conséquences? Si je consacrais cette énergie à autre chose, quel serait le coût d'opportunité ?» Ces questions, lorsqu'elles sont appliquées avec une honnêteté rigoureuse, révèlent combien d'éléments de notre vie sont maintenus par habitude, pression sociale ou une peur vague, et non par une contribution authentique à ce que nous considérons comme précieux. La simplification intelligente comprend également l'élimination des décisions inutiles. Steve Jobs portait toujours le même type de vêtements, non par excentricité, mais parce qu'il comprenait que l'énergie mentale dépensée dans des décisions triviales est une énergie qui n'est pas disponible pour les décisions importantes. Cette méthodologie peut être appliquée à de multiples niveaux. Simplification de l'environnement physique, élimination des distractions visuelles inutiles, simplification des systèmes d'organisation, utilisation d'outils qui fonctionnent réellement et non seulement les plus sophistiqués, et simplification des engagements sociaux. Ne gardez que les relations qui nourrissent ou contribuent réellement à vos objectifs les plus profonds. Développer une pratique régulière de silence productif requiert plus que de bonnes intentions. Cela nécessite un protocole clair qui peut être suivi de manière constante, même lorsque la vie devient complexe ou exigeante. Ce protocole n'a pas besoin d'être élaboré. En fait, plus il est simple, plus il est probable qu'il soit maintenu sur le long terme. Il peut commencer par seulement 5 minutes par jour de silence complet. Pas de méditation dirigée, pas de lecture, pas de planification. Juste une présence silencieuse avec tout ce qui émerge dans votre conscience à ce moment-là. L'objectif n'est pas d'atteindre un état spécial, mais de se familiariser avec la qualité de son propre esprit lorsqu'il n'est pas dirigé par des agendas externes. C'est comme développer le palais. Plus vous faites attention aux saveurs subtiles, plus votre capacité de discrimination devient sophistiquée. Pendant ces périodes de silence, des aperçus sur les priorités, des solutions à des problèmes qui étaient affrontés avec difficulté, ou simplement une perspective plus claire sur la proportion réelle des choses, émergent souvent.
Ces aperçus ne doivent pas être immédiatement capturés ou analysés. Ils doivent simplement être remarqués et autorisés. Avec le temps, ce protocole peut être élargi ou affiné en fonction de ce que vous découvrez sur votre propre fonctionnement. Certaines personnes découvrent qu'elles fonctionnent mieux avec des périodes plus longues et moins fréquentes. D'autres préfèrent des moments brefs et plus réguliers. Certaines bénéficient d'une structure formelle, d'autres s'épanouissent dans la spontanéité. L'un des aspects les plus transformateurs de l'application pratique de cette synthèse est d'apprendre à synchroniser vos activités les plus importantes avec vos rythmes énergétiques naturels. Cette synchronisation n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de durabilité à long terme. Jung a observé que chaque personne a un rythme circadien psychologique, des périodes prévisibles de plus grande et de moindre disponibilité créative, analytique et énergétique. Certaines personnes sont naturellement plus créatives tôt le matin, d'autres s'épanouissent tard le soir. Certains fonctionnent mieux avec de longs blocs de temps concentrés, d'autres sont plus productifs en alternant entre différents types d'activités. L'identification de ces rythmes requiert une observation attentive sur plusieurs semaines. Il ne suffit pas de remarquer quand vous vous sentez plus éveillé. Il faut distinguer entre différents types d'énergie. L'énergie nécessaire pour le travail créatif est différente de l'énergie nécessaire pour les tâches administratives, qui est différente de l'énergie nécessaire pour les interactions sociales ou la prise de décisions importantes. Une fois ces schémas identifiés, la tâche est de réorganiser votre agenda pour aligner vos activités les plus importantes avec vos périodes d'énergie appropriées la plus élevée. Cela nécessite souvent de négocier avec des attentes externes, mais les gains en efficacité et en satisfaction compensent largement cet effort. Inspiré à la fois par le concept d'entreprise de produit minimum viable et par la compréhension jungienne que les transformations authentiques se produisent par de petits pas mais constants, j'ai développé le concept d'action minimale viable comme un outil pratique pour l'application du principe de Pareto. L'idée est simple. Pour tout objectif ou projet, identifiez la plus petite action possible qui produirait quand même un progrès réel. Pas la plus petite action que vous pouvez imaginer faire, mais la plus petite action qui ferait une réelle différence. Cette approche contourne l'un des principaux pièges de la procrastination, la tendance à visualiser les projets comme d'énormes blocs intimidants qui nécessitent des conditions parfaites pour être commencés. Lorsque vous identifiez l'action minimale viable, vous créez un point d'entrée qui est à la fois suffisamment petit pour être facilement exécutable et suffisamment significatif pour générer de l'élan. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, l'action minimale viable peut être d'écrire une seule bonne phrase par jour. Si vous voulez améliorer votre forme physique, cela peut être de faire une seule pompe avec une forme parfaite. Si vous voulez organiser vos finances, cela peut être d'enregistrer une seule dépense avec une précision totale. La magie de cette approche est qu'elle conduit souvent à bien plus que le minimum. Une fois que vous avez commencé, l'inertie psychologique travaille en votre faveur au lieu de vous desservir. Mais même lorsque vous ne faites que le minimum, vous progressez quand même réellement et construisez l'habitude de la constance. Dans une ère de distraction infinie, l'attention est devenue la ressource la plus précieuse que nous possédions. Mais la plupart des gens traitent l'attention comme si elle était une ressource infinie, la gaspillant sur des stimuli qui ne contribuent à rien de ce qu'ils considèrent comme important. L'application pratique de cette synthèse inclut le développement d'une économie de l'attention, un système conscient pour investir votre attention uniquement dans ce qui mérite réellement cet investissement précieux. Cela commence par l'audit honnête de la manière dont votre attention est dépensée actuellement. Pendant une semaine, observez, sans jugement, où votre esprit se dirige au cours de la journée. Combien de temps est consacré à des préoccupations productives par rapport à des préoccupations circulaires? Combien à la création par rapport à la consommation passive?
Combien a des activités alignées sur vos valeurs par rapport à des activités que vous faites par habitude ou pression sociale? Cet audit révèle souvent des schémas surprenants. Nous découvrons que nous dépensons beaucoup plus d'énergie mentale pour des choses triviales que nous ne l'imaginions, et beaucoup moins pour les choses que nous prétendons être importantes. L'étape suivante consiste à développer des protocoles d'attention, des lignes directrices claires sur la manière dont vous choisissez de diriger votre attention dans différents contextes. Par exemple, ne vérifiez les emails qu'à des heures prédéterminées, au lieu de répondre de manière réflexe à chaque notification, ou consacrez les 30 premières minutes de chaque journée à l'activité la plus importante, avant de permettre à d'autres demandes de fragmenter votre énergie. Sénèque avait l'habitude de, à la fin de chaque journée, revoir ses actions et ses décisions à travers le prisme de ses principes philosophiques. Cette pratique, adaptée à notre contexte, devient un outil puissant pour une application constante des principes discutés dans ce texte. La révision philosophique n'est pas de l'auto-flagellation pour les erreurs commises, mais une enquête curieuse sur la manière de mieux aligner ses actions, sur sa compréhension de ce qui est vraiment important. C'est une forme d'apprentissage actif qui transforme l'expérience en sagesse. Les questions directrices peuvent inclure: quelles actions aujourd'hui ont généré le plus d'impact authentique avec le moins d'efforts? Où ai-je gaspillé de l'énergie sur des choses que je ne contrôlais pas? Quelles occasions de silence productif ai-je manqué? Comment puis-je mieux appliquer le principe de Pareto aux défis que j'affronterai demain? Cette pratique, lorsqu'elle est maintenue de manière constante pendant plusieurs semaines, produit une compréhension de plus en plus affinée de vos propres schémas et une capacité croissante à faire des ajustements prospectifs basés sur des apprentissages rétrospectifs. Important, cette révision doit être faite dans un esprit de curiosité scientifique et non de jugement moral. L'objectif est d'apprendre, pas de se punir. Chaque jour offre des données précieuses sur la manière dont vos systèmes fonctionnent et où ils peuvent être affinés. L'un des aperçus les plus contre-intuitifs de l'application pratique de cette synthèse est que notre résistance à certaines actions ou changements contient souvent des informations précieuses sur la localisation des opportunités d'impact les plus importantes. Jung a observé que ce à quoi nous résistons le plus souvent pointe directement vers ce dont nous avons le plus besoin pour notre prochaine étape de développement. Cette compréhension transforme complètement notre relation à la résistance. Au lieu de la voir comme un ennemi à vaincre par la force de la volonté, nous commençons à l'étudier comme une source de sagesse intérieure. La résistance devient une boussole qui pointe vers les territoires de notre expérience qui sont mûrs pour la transformation. Par exemple, si vous ressentez une résistance constante à certaines tâches administratives, cela peut indiquer que votre système d'organisation n'est pas aligné avec votre style de traitement naturel. Si vous avez résisté à certains types de projets, il se peut que ce soit votre sagesse intérieure qui vous avertit qu'ils ne sont pas vraiment connectés à vos objectifs les plus profonds. L'enquête consciente sur la résistance requiert une qualité spéciale d'auto-observation, ni répressive, ni complaisante, mais curieuse et précise. C'est comme être un détective enquêtant sur les motifs de sa propre psyché, rassemblant des indices sans se presser de tirer des conclusions prématurées. Cette enquête révèle souvent que la résistance n'est pas de la paresse ou un manque de discipline, mais une sagesse inconsciente qui essaie de nous protéger des gaspillages d'énergie ou de nous rediriger vers des chemins plus alignés avec notre nature essentielle. Jung a identifié plusieurs complexes, des constellations autonomes d'énergie psychique qui opèrent comme des centres secondaires de conscience en nous. L'un des complexes les plus répandus dans la culture moderne est ce que nous pouvons appeler le complexe de l'occupation constante. La compulsion d'être toujours en train de faire quelque chose. L'anxiété qui surgit dans les moments de pause. Ce complexe se manifeste de multiples façons. L'incapacité de rester silencieux pendant plus de quelques minutes, la tendance à remplir chaque moment libre d'activité, le sentiment de culpabilité lorsque nous ne sommes pas productifs selon des normes externes.
Le complexe de l'occupation constante est particulièrement insidieux parce qu'il se déguise en vertu. Notre culture renforce constamment l'idée qu'être occupé est une preuve de valeur personnelle, que s'arrêter est échouer, que la paresse est le plus grand des péchés. Mais Jung a observé que les complexes non résolus drainent d'énormes quantités d'énergie psychique. Le complexe de l'occupation constante ne nous empêche pas seulement d'accéder aux états de silence productif dont nous avons parlé, mais il crée également une agitation de base qui rend beaucoup plus difficile la distinction entre les activités réellement importantes et la simple agitation. La transcendance de ce complexe ne se fait pas par la répression, mais par la compréhension. Lorsque nous enquêtons honnêtement sur les racines de notre compulsion pour l'occupation constante, nous découvrons souvent des peurs profondes. Peur de ne pas être suffisant, peur d'affronter des aspects difficiles de notre expérience intérieure, peur de découvrir que nos activités constantes ne nous mènent peut-être pas réellement là où nous voulons aller. Le perfectionnisme est souvent célébré comme une vertu, mais Jung l'aurait reconnu comme une manifestation de l'ombre, ces aspects de notre personnalité que nous rejetons mais qui continuent d'opérer inconsciemment, souvent de manière destructive. Le perfectionnisme semble, en surface, aligné avec la recherche d'efficacité et de qualité. Mais en pratique, il fonctionne souvent comme un système sophistiqué de procrastination. Le perfectionniste reporte le début jusqu'à ce que les conditions soient idéales, reporte la fin jusqu'à ce que le résultat soit impeccable, et reporte le partage jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de critique. Cette dynamique est particulièrement pertinente pour l'application du principe de Pareto, car le perfectionnisme nous empêche de faire la distinction entre les améliorations qui comptent vraiment et les raffinements qui sont simplement de la satisfaction psychologique. Sénèque a observé que mieux vaut un bien imparfait qu'une perfection inexistante. Ce n'est pas une défense de la médiocrité, mais une reconnaissance que la perfection est souvent l'ennemi de l'excellence authentique. L'excellence consiste à faire très bien ce qui est vraiment important. La perfection consiste à faire tout de manière impeccable, quelle que soit son importance. La transcendance de l'ombre perfectionniste nécessite de développer ce que nous pourrions appeler des normes intelligentes, des critères qui distinguent entre la qualité qui ajoute une valeur authentique et la qualité qui ne sert qu'à apaiser les anxiétés psychologiques. Un autre obstacle interne significatif est notre illusion que nous pouvons contrôler beaucoup plus que ce que nous pouvons réellement. Cette illusion nous amène à gaspiller d'énormes quantités d'énergie en essayant de gérer des variables qui sont fondamentalement en dehors de notre influence directe. Les stoïciens ont développé une compréhension sophistiquée de cette dynamique. Épictète enseignait que notre seule zone de contrôle réel est nos perceptions, nos jugements et nos réponses aux circonstances. Tout le reste, y compris les résultats de nos actions, n'est que partiellement sous notre influence. Cette compréhension n'est pas fataliste, elle est libératrice. Lorsque nous cessons de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler ce qui est incontrôlable, cette énergie devient disponible pour influencer de manière beaucoup plus efficace ce qui est réellement en notre pouvoir. Dans le contexte de la productivité, cela signifie se concentrer sur les processus au lieu des résultats, sur l'effort au lieu de la reconnaissance, sur l'apprentissage au lieu du succès immédiat. C'est un changement subtil de perspective qui a des effets pratiques spectaculaires. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez réellement, votre anxiété diminue de manière significative, votre clarté mentale augmente et votre capacité à prendre des décisions efficaces s'améliore considérablement. C'est comme la différence entre essayer de conduire une voiture en se concentrant obsessivement sur la destination par rapport à se concentrer sur la qualité de sa conduite d'instant en instant. Jung a observé que l'un des obstacles les plus significatifs au processus d'individuation est notre tendance à nous comparer constamment aux autres, perdant le contact avec notre propre chemin unique. À l'ère des réseaux sociaux, cette tendance a été amplifiée de manière exponentielle.
La comparaison est particulièrement destructrice dans le contexte de la productivité car elle nous amène à adopter des méthodes et des objectifs qui peuvent être complètement inappropriés pour notre nature et nos circonstances individuelles. Nous voyons quelqu'un qui réussit en suivant un certain système et nous supposons que nous devons copier ce système, ignorant les différences fondamentales de personnalité, de ressources et de contexte. Cette dynamique nous empêche également de reconnaître et de valoriser nos propres progrès. Lorsque nous mesurons constamment notre performance par rapport à des normes externes, nous perdons la capacité d'évaluer si nous progressons réellement vers ce qui est authentiquement important pour nous. La transcendance du piège de la comparaison nécessite de développer ce que Jung appellerait une boussole intérieure, une orientation basée sur des valeurs et des objectifs qui émergent de notre propre compréhension profonde de ce qui constitue une vie bien vécue. Cette boussole intérieure n'est pas isolationniste. Nous pouvons certainement apprendre des autres et nous inspirer de leurs exemples. Mais nous le faisons de manière sélective et consciente, en adaptant les aperçus externes à notre propre chemin, au lieu de simplement essayer de reproduire des chemins qui ont fonctionné pour d'autres personnes. L'approche jungienne, pour transcender les obstacles internes, n'est pas de les éliminer, mais de les intégrer consciemment. Cela signifie reconnaître que chaque obstacle contient une énergie qui, lorsqu'elle est comprise et dirigée consciemment, peut devenir un allié au lieu d'un ennemi. Le perfectionnisme, par exemple, contient l'énergie d'une norme élevée et d'une attention aux détails. Lorsqu'elle est intégrée consciemment, cette énergie peut être dirigée uniquement vers les aspects du travail où une qualité exceptionnelle fait réellement une différence. La compulsion de l'occupation constante contient l'énergie de l'engagement et de la vitalité. Lorsqu'elle est intégrée, elle peut devenir la capacité de se plonger profondément dans des projets importants lorsque les conditions sont appropriées. Même notre tendance à la comparaison contient l'énergie de l'apprentissage et de la croissance. Lorsqu'elle est intégrée consciemment, elle peut devenir la capacité de reconnaître des modèles valables et d'adapter des aperçus utiles sans perdre notre identité unique. L'une des découvertes les plus libératrices de l'application pratique de cette synthèse est la compréhension qu'il existe au moins deux dimensions fondamentalement différentes du temps. Le temps chronologique, mesuré par les horloges, et le temps psychologique, expérimenté par la conscience. Le temps chronologique est uniforme, prévisible et quantifiable. 60 minutes sont toujours 60 minutes, indépendamment de ce qui se passe pendant celle-ci. C'est le temps de l'administration, des délais, de la coordination sociale. Il est important et nécessaire, mais il n'est qu'une seule dimension de l'expérience temporelle. Le temps psychologique est qualitatif, subjectif et infiniment variable. 5 minutes d'anxiété peuvent sembler une éternité. 2 heures de travail profondément impliqué peuvent passer en quelques secondes. C'est le temps de l'expérience vécue, de la créativité, de la transformation personnelle. Jung a observé que les moments les plus significatifs de notre vie correspondent rarement aux mesures chronologiques. Un aperçu qui change tout peut émerger en quelques secondes. Une conversation de 10 minutes peut modifier le cours d'une carrière. Un livre lu en un après-midi peut influencer des décennies de pensée. Le principe de Pareto devient beaucoup plus puissant lorsqu'il est appliqué au temps psychologique et non seulement au chronologique. Certains moments contiennent un potentiel transformateur disproportionné par rapport à leur taille chronologique. Apprendre à reconnaître et à exploiter ces moments est une compétence qui transcende toute technique de gestion du temps traditionnelle. Il y a des moments dans l'expérience humaine que Jung appellerait des moments fertiles, des périodes de disponibilité spéciale pour l'aperçu, la créativité et l'action efficace. Ces moments ne peuvent être forcés ou programmés, mais ils peuvent être reconnus et exploités lorsqu'ils surviennent. Les moments fertiles ont plusieurs caractéristiques. Une qualité spéciale de clarté mentale, un sentiment d'énergie disponible qui ne nécessite pas d'effort pour être accédé,
une perception plus aiguë des connexions et des possibilités, et une capacité naturelle d'action qui coule sans résistance interne. Apprendre à reconnaître ces moments requiert le type de sensibilité qui ne peut être développée que par la pratique régulière de l'auto-observation silencieuse. C'est comme développer une oreille musicale. Plus vous faites attention aux qualités subtiles, plus votre capacité de discrimination devient sophistiquée. Lorsque vous identifiez un moment fertile, la sagesse est de redéfinir les priorités pour en profiter pleinement. Cela peut signifier abandonner des plans précédemment établis pour se plonger dans une opportunité créative inattendue ou reporter des tâches administratives pour laisser de l'espace à un aperçu émergent. Cette flexibilité demande du courage, car elle va à l'encontre de notre tendance à suivre des horaires rigides. Mais les résultats justifient largement ce courage. Le travail accompli pendant les moments fertiles produit souvent des résultats qui seraient impossibles par un effort purement discipliné. Tout comme la respiration naturelle alterne entre inspiration et expiration, le temps productif authentique alterne entre des périodes d'engagement intense et des périodes d'intégration silencieuse. Essayer de maintenir une productivité constante est aussi insoutenable que d'essayer de maintenir la respiration toujours en inspiration. Jung a observé que la psyché opère par des cycles naturels qui ne peuvent être ignorés sans conséquence. Il y a des moments appropriés pour l'action extravertie et des moments appropriés pour la réflexion introvertie. Il y a des saisons pour planter et des saisons pour récolter. Il y a des périodes pour construire et des périodes pour laisser aller. La productivité durable honore ces cycles au lieu de lutter contre eux. Cela signifie reconnaître que nous ne devrions pas nous sentir également capables d'une action intense à tout moment, et que les périodes d'activité externe moindres ne sont pas nécessairement des périodes improductives. Pendant les périodes d'expiration, lorsque l'énergie se tourne naturellement vers l'intérieur, le travail le plus important peut être l'intégration, le traitement et la préparation pour le prochain cycle d'action. Tenter de forcer la productivité externe pendant ces périodes aboutit souvent à un travail de qualité inférieure et à un épuisement éventuel. Marc Aurèle écrivait sur l'importance d'agir en harmonie avec le timing naturel des événements. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras de la force. Cette réalisation inclut la compréhension qu'il y a des moments appropriés pour différents types d'actions. Il y a des moments qui sont naturellement propices au lancement de nouveaux projets, et d'autres qui favorisent l'achèvement des travaux en cours. Il y a des périodes qui facilitent la créativité individuelle et d'autres qui sont idéales pour la collaboration. Il y a des saisons de la vie qui appellent à la construction et d'autres qui demandent la simplification. Développer la sensibilité à ce timing organique est un art qui combine une observation attentive avec une intuition raffinée. Cela requiert de l'attention non seulement à ses propres rythmes internes, mais aussi aux cycles plus larges, saisonniers, sociaux et même cosmiques, qui influencent les conditions pour différents types d'activités. Cette sensibilité au timing n'est pas de la superstition, mais une reconnaissance pratique que rien ne se produit dans l'isolement. Tout comme un jardinier expérimenté sait quand planter différentes cultures pour maximiser la récolte, une personne consciente apprend quand démarrer différentes entreprises pour maximiser ses chances de succès. Notre attention n'est pas seulement limitée en intensité, elle est aussi limitée dans le temps. Nous n'avons qu'un nombre fini d'heures conscientes dans notre vie, et la qualité de ces heures varie de manière spectaculaire en fonction de la manière dont nous les vivons. Une heure vécue avec une attention pleine et un sens clair est qualitativement différente d'une heure vécue dans la distraction ou l'agitation anxieuse. La première est dense de sens et de potentiel transformateur. La seconde est rare et facilement oubliable. L'application pratique de cette compréhension implique de développer ce que nous pourrions appeler une conscience temporelle, une conscience d'instant en instant de la manière dont notre attention est investie dans le temps.
Cela ne signifie pas une obsession névrotique pour l'efficacité, mais plutôt une présence consciente avec la qualité de notre expérience temporelle. Lorsque nous développons cette conscience temporelle, nous commençons à faire des choix plus intelligents sur la manière d'investir nos moments conscients. Nous commençons à faire la distinction entre les activités qui méritent réellement notre présence totale et celles qui peuvent être faites automatiquement ou déléguées. L'une des névroses les plus courantes de la vie moderne est la confusion entre l'urgence et l'importance. Nous vivons dans un état constant de fausse urgence, en réagissant à des demandes qui semblent critiques, mais qui, examinées attentivement, sont souvent triviales. Cette fausse urgence est particulièrement insidieuse, car elle crée une illusion de productivité. Nous sommes toujours occupés, toujours en train de répondre à une demande, mais elle nous empêche de consacrer une attention adéquate à ce qui est vraiment important à long terme. Sénèque a observé que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. La plupart des gaspillages de temps ne proviennent pas de la paresse évidente, mais de cette confusion entre le mouvement et le progrès, entre la réactivité et la réceptivité. La transcendance de la fausse urgence nécessite de développer la capacité de s'arrêter, même lorsque tout semble exiger une action immédiate, et de demander « Que se passera-t-il réellement si je ne réponds pas à cela maintenant ?» Quelles sont les conséquences réelles par rapport aux conséquences imaginaires? Cette pause de réflexion révèle souvent que beaucoup de nos urgences sont créées par l'anxiété ou le conditionnement social, et non par un besoin réel. Et lorsque nous parvenons à distinguer entre l'urgence réelle et la fausse, nous découvrons un espace temporel dont nous ne savions même pas qu'il existait. La présence temporelle est différente de la simple attention au moment présent. C'est une qualité de conscience qui habite pleinement le moment actuel, tout en maintenant une conscience appropriée du passé et du futur. C'est être totalement ici, maintenant, mais pas d'une manière qui ignore les dimensions plus larges de l'expérience. Jung a observé que beaucoup de gens vivent psychologiquement dans le passé, à travers des regrets, ou dans le futur, à travers des anxiétés, perdant le contact avec le seul moment où une action réelle est possible. Mais il reconnaissait également qu'une présence authentique inclut la capacité d'apprendre du passé et de planifier consciemment pour l'avenir. L'art de la présence temporelle consiste à trouver cet équilibre dynamique, être pleinement engagé dans ce qui se passe maintenant, être informé de manière appropriée par ce qui s'est passé avant, et être consciemment orienté vers ce que vous voulez créer ensuite. Cette qualité de présence a des effets pratiques spectaculaires sur la productivité. Lorsque vous êtes vraiment présent à une tâche, votre efficacité augmente naturellement. Lorsque vous êtes présent à une conversation, la communication devient plus claire et plus efficace. Lorsque vous êtes présent à un problème, des solutions émergent plus facilement. La transformation authentique de la productivité ne se produit pas par des réorganisations soudaines ou une adoption enthousiaste de nouveaux systèmes. Elle se produit par la construction progressive et consciente de ce que Jung appellerait une nouvelle attitude, une réorientation fondamentale envers le travail et la vie qui est enracinée dans une compréhension profonde et non seulement dans des techniques superficielles. Cette nouvelle attitude repose sur 4 piliers fondamentaux, chacun correspondant à une dimension essentielle de l'expérience humaine. Le premier pilier est la clarté intérieure, la capacité développée de distinguer entre ce qui est vraiment important et ce qui ne fait que le paraître. Cette clarté n'est pas intellectuelle, mais viscérale. Elle n'est pas temporaire, mais stable. Elle n'est pas théorique, mais profondément pratique. Le deuxième pilier est le courage pratique. La volonté d'agir en se basant sur sa clarté intérieure, même lorsque cela va à l'encontre des attentes sociales ou des normes conventionnelles de succès. Ce courage n'est pas téméraire, mais calculé. Il n'est pas rebelle, mais responsable. Le troisième pilier est la constance compatissante, la capacité à maintenir des pratiques transformatrices sur le long terme sans tomber dans l'autocritique sévère en cas de dérapage temporaire. Cette constance n'est pas rigide, mais flexible.
Elle n'est pas perfectionniste, mais progressive. Le quatrième pilier est la sagesse intégrative, la capacité d'apprendre continuellement de l'expérience et d'ajuster les méthodes en fonction de ce qui fonctionne réellement et non de ce qui est censé fonctionner théoriquement. Cette sagesse n'est pas statique, mais évolutive. Elle n'est pas dogmatique, mais adaptable. Jung a observé que les transformations les plus durables de la psyché humaine se produisent non pas par des révolutions spectaculaires, mais par des évolutions progressives. Le même principe s'applique à la transformation de la productivité. Des changements petits mais constants produisent des résultats plus stables que des réorganisations radicales. Cette méthodologie de la construction progressive fonctionne avec la résistance naturelle de la psyché au changement, au lieu de s'y opposer. Elle reconnaît que tout changement, même positif, crée un certain niveau d'anxiété et que les tentatives de tout changer en une seule fois activent souvent des mécanismes d'auto-sabotage. La stratégie consiste à introduire un petit élément nouveau à la fois, en lui permettant de s'intégrer complètement à votre système existant avant d'ajouter l'élément suivant. C'est comme construire une maison. Vous établissez une fondation solide avant d'ériger les murs, et vous achevez la structure avant de vous occuper des finitions. Par exemple, si vous voulez développer une pratique de silence productif, vous pouvez commencer par seulement 2 minutes par jour, pendant 2 semaines. Ce n'est qu'après que cela sera devenu naturel et automatique que vous passerez à 5 minutes. Ce n'est qu'après que 5 minutes seront devenues sans effort que vous envisagerez de passer à 10. Cette approche peut sembler lente par rapport aux transformations spectaculaires promises par de nombreux systèmes de productivité, mais elle produit des changements qui durent des décennies au lieu de semaines. Chaque personne opère au sein d'une écologie complexe d'habitudes, de relations, d'environnement physique, de responsabilités et de ressources. Tout changement durable doit être compatible avec cette écologie existante, ou doit inclure des modifications conscientes des éléments écologiques qui le rendent possible. Par exemple, si vous voulez développer l'habitude de travailler par blocs de temps concentrés, mais que vous travaillez dans un environnement de constantes interruptions, le simple fait d'essayer d'ignorer les interruptions ne fonctionnera probablement pas. Vous devrez modifier l'environnement. Fermez la porte, utilisez des écouteurs, communiquez vos besoins à vos collègues ou trouvez des moments et des lieux alternatifs pour le travail concentré. Cette compréhension écologique nous épargne beaucoup de souffrances inutiles. Au lieu de blâmer notre manque de force de volonté lorsqu'une nouvelle habitude ne se maintient pas, nous enquêtons sur les éléments du système plus large qui créent une résistance, et nous modifions le système pour soutenir le changement souhaité. Jung insistait sur le fait que les symptômes psychologiques représentent souvent les tentatives de la psyché de maintenir un équilibre dans des conditions difficiles. De la même manière, notre résistance à des changements productifs représente souvent des tentatives sensées de maintenir un fonctionnement dans des écologies qui ne soutiennent pas les changements que nous essayons de mettre en œuvre. L'une des contributions les plus importantes de Jung à la psychologie a été sa compréhension que la santé mentale nécessite l'intégration des polarités, des aspects apparemment opposés de l'expérience, qui sont en fait complémentaires lorsqu'ils sont compris de manière adéquate. Dans le contexte de la productivité, cela signifie intégrer des polarités telles que focus et flexibilité. La capacité de se plonger profondément dans une tâche combinée à la sagesse de reconnaître quand il est approprié de changer de direction. Discipline et spontanéité. La constance des pratiques structurées, équilibrées avec l'ouverture pour saisir des opportunités et des aperçus inattendus. Ambition et contentement. La motivation pour grandir et contribuer équilibrée avec la capacité de trouver une satisfaction authentique dans ce qui a déjà été accompli. Individuel et collectif. La culture du développement personnel intégrée à la conscience de la manière dont notre travail sert des objectifs plus grands que nous-mêmes. Action et réceptivité. La capacité d'engagement actif équilibré avec la sagesse de savoir quand s'arrêter
et permettre au processus naturel de se dérouler. La tendance de l'esprit occidental est de choisir un côté de ces polarités et de rejeter l'autre. Mais Jung a montré que la véritable maturité psychologique requiert d'embrasser les deux aspects, en trouvant le timing approprié pour chacun. La motivation extrinsèque, basée sur des récompenses et des punitions externes, peut produire une action à court terme, mais elle soutient rarement la transformation à long terme. La motivation intrinsèque, basée sur une satisfaction interne et un alignement avec des valeurs profondes, est le seul carburant qui peut maintenir des changements significatifs sur des décennies. Jung a observé que les actions les plus puissantes et les plus durables émergent lorsque nous sommes connectés à ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité d'accéder à des énergies qui vont au-delà de l'ego personnel et se connectent à des objectifs plus larges. Dans le contexte pratique, cela signifie structurer les changements de productivité de manière à ce qu'ils nourrissent au lieu de drainer votre motivation intrinsèque. Cela signifie trouver des connexions authentiques entre des techniques spécifiques et des valeurs que vous embrassez réellement. Par exemple, si vous valorisez profondément la créativité, vous pourriez être motivé à développer des pratiques de silence, non pas parce que vous devez être plus productif, mais parce que vous reconnaissez que le silence nourrit directement votre capacité créative. Si vous valorisez la contribution aux autres, vous pourriez être motivé à appliquer le principe de Pareto, non pas pour gagner plus d'argent, mais parce que vous reconnaissez qu'une plus grande efficacité vous permet de consacrer plus d'énergie à des causes que vous considérez importantes. L'une des caractéristiques distinctives de la sagesse stoïcienne est son orientation temporelle élargie. Les stoïciens ne prenaient pas de décisions basées uniquement sur des conséquences immédiates, mais considéraient des implications qui s'étendraient sur des années ou des décennies. Cette perspective à long terme est essentielle pour une transformation durable de la productivité. Des changements qui semblent attrayants à court terme peuvent être destructeurs à long terme. Inversement, des changements qui nécessitent un sacrifice initial peuvent produire des bénéfices composés qui se multiplient au fil des ans. Par exemple, développer l'habitude d'une révision réflexive quotidienne peut sembler improductif, dans le sens où cela consomme du temps qui pourrait être consacré à l'action. Mais sur des années, cette pratique produit une qualité de connaissance de soi et de raffinement du jugement qui multiplie considérablement l'efficacité de toutes les autres actions. Maintenir une perspective à long terme requiert de la discipline mentale, car notre psychologie est naturellement orientée vers des résultats immédiats. Cela requiert aussi de la foi, non pas de la foi religieuse, mais une foi pratique, dans l'idée que les investissements conscients dans la croissance intérieure produisent des fruits réels dans le monde extérieur. Cette foi est justifiée par l'observation attentive. Lorsque vous examinez des personnes qui ont maintenu un haut niveau de productivité créative sur des décennies, vous trouvez invariablement des individus qui ont développé une certaine manière de cultiver leur vie intérieure en même temps que leurs compétences externes. Bien que la transformation authentique soit fondamentalement un processus intérieur et individuel, elle est grandement facilitée par la connexion avec d'autres personnes qui sont engagées dans des parcours similaires. Jung a observé que certaines transformations sont presque impossibles dans l'isolement, car elles requièrent le type de retour d'information et de soutien qui ne peut venir que d'une communauté. Dans le contexte de la productivité consciente, cela peut signifier trouver ou créer des liens avec des personnes qui valorisent la qualité sur la quantité, la profondeur sur la vitesse, l'authenticité sur la conformité aux normes de succès externes. Ces liens n'ont pas besoin d'être formels ou étendus. Ils peuvent être aussi simples qu'une conversation mensuelle avec un ami qui s'intéresse aussi à vivre plus consciemment, ou une participation occasionnelle à des groupes qui discutent de sujets liés au développement personnel et professionnel. L'important est d'avoir accès à des perspectives qui confirment et nourrissent votre orientation vers une forme de productivité plus consciente, surtout pendant les périodes où la culture plus large semble faire pression dans la direction opposée.
Lorsque Jung parlait d'individuation, il ne décrivait pas seulement un processus psychologique, mais un chemin spirituel. Un voyage vers la réalisation de notre potentiel le plus complet en tant qu'êtres humains. Ce voyage peut se manifester à travers n'importe quelle activité humaine, y compris le travail quotidien, lorsqu'il est abordé avec la bonne attitude. La transformation de la productivité en un chemin spirituel ne nécessite pas d'abandonner les objectifs pratiques ou les buts matériels. Elle requiert un changement fondamental dans la qualité de l'attention que nous apportons à nos activités. Au lieu de travailler uniquement pour atteindre des résultats externes, nous commençons à travailler aussi comme une forme de culture intérieure, comme une opportunité d'exprimer et de développer notre nature la plus authentique. Cette perspective s'aligne parfaitement avec la compréhension stoïcienne du travail comme une vertu en action. Marc Aurèle ne considérait pas ses responsabilités d'empereur comme des obstacles à la vie philosophique, mais comme un contexte spécifique où sa philosophie pouvait être vécue et testée. Lorsque nous abordons notre travail de cette manière, nous découvrons qu'il devient simultanément plus efficace et plus satisfaisant. Plus efficace, parce qu'il est aligné sur des énergies profondes au lieu de motivations superficielles. Plus satisfaisant, parce que chaque action porte un sens qui transcende ses résultats immédiats. L'alchimie médiévale cherchait à transformer les métaux de base en or. L'alchimie de la productivité consciente cherche à transformer les activités ordinaires en opportunités de croissance intérieure et de contribution authentique au monde. Cette transformation se produit par la qualité de l'attention que nous apportons à n'importe quelle activité. Lorsque nous faisons la vaisselle en pleine conscience, l'activité devient une méditation. Lorsque nous écrivons un email avec une présence totale, cela devient un acte de communication authentique. Lorsque nous organisons notre bureau avec une conscience complète, cela devient un rituel de préparation à la créativité. La clé n'est pas l'activité en elle-même, mais la conscience que nous y apportons. Jung a observé que le privilège de toute une vie est de devenir ce que l'on est. Ce processus de devenir peut se produire à travers n'importe quelle action, lorsqu'elle est réalisée avec une attitude de développement conscient. Le principe de Pareto, dans ce contexte transformé, devient bien plus qu'une observation statistique sur des distributions asymétriques. Il devient un instrument de discernement spirituel. Il nous aide à faire la distinction entre les actions qui contribuent à notre individuation et celles qui nous maintiennent piégés dans des schémas inconscients. La culture moderne perçoit souvent la discipline comme une restriction de la liberté, mais la tradition stoïcienne comprend la discipline comme le fondement de la véritable liberté, la capacité d'agir en se basant sur un choix conscient au lieu de réagir automatiquement à des impulsions et des conditionnements. Sénèque écrivait « Toute nouvelle origine est difficile ». Le développement de disciplines conscientes, des pratiques régulières de silence, de réflexion, d'application intentionnelle du principe de Pareto demande un effort initial. Mais cet effort se transforme progressivement en liberté, liberté d'être réactif, liberté de schémas destructeurs, liberté de répondre à chaque situation avec clarté et sagesse. Cette transformation de la discipline en liberté est l'un des plus beaux paradoxes du développement humain. Plus nous devenons conscients de nos choix d'instant en instant, plus nous devenons libres de faire des choix qui servent réellement notre bien-être et notre sens le plus profond. Dans le contexte pratique, cela signifie que les pratiques qui peuvent sembler initialement restrictives, comme limiter la vérification des emails à des horaires spécifiques ou maintenir des périodes régulières de silence, se révèlent progressivement comme des sources d'énergie et de clarté qui augmentent considérablement notre capacité d'action efficace. L'une des perceptions les plus transformatrices dans l'application spirituelle des principes de productivité est que la véritable efficacité est fondamentalement un acte de générosité. Lorsque nous opérons avec un maximum de clarté et un minimum de gaspillage, nous libérons des ressources, temps, énergie, attention, qui peuvent être dirigées vers la contribution au bien-être des autres. Jung a observé que l'individuation authentique n'est jamais narcissique,
Plus nous devenons authentiquement nous-mêmes, plus nous devenons capables de servir des objectifs qui transcendent nos intérêts personnels immédiats. L'efficacité consciente fonctionne de la même manière. Plus nous devenons efficaces pour atteindre nos objectifs essentiels, plus nous avons d'énergie disponible pour contribuer à notre famille, à notre communauté et au monde. Cette perspective transforme complètement notre motivation à développer une plus grande productivité. Il ne s'agit plus d'un gain personnel, mais d'une gestion responsable des ressources uniques qui nous ont été confiées, nos talents, nos circonstances et nos opportunités. Lorsque nous travaillons à partir de cette compréhension, notre énergie augmente naturellement. Au lieu de drainer notre vitalité, le travail efficace la renouvelle, car il est aligné sur des impulsions généreuses profondes qui sont des sources naturelles d'énergie humaine. Jung a identifié l'intégration des opposés comme l'une des tâches centrales de la seconde moitié de la vie. Dans le contexte de la productivité spirituelle, cela signifie apprendre à équilibrer et à intégrer des aspects de l'expérience apparemment contradictoires. Ambition et humilité, maintenir des objectifs élevés tout en restant ouvert à la possibilité que les chemins pour les atteindre puissent être différents de ce que nous avions initialement imaginé. Effort et abandon. Appliquer une énergie ciblée là où elle peut être efficace, tout en acceptant gracieusement les aspects de la situation qui sont au-delà de notre contrôle. Sérieux et légèreté. Prendre notre travail au sérieux sans prendre notre ego au sérieux, en gardant une perspective sur l'importance relative de tout résultat spécifique. Solitude et communauté. Cultiver la capacité de travailler avec une indépendance créative tout en restant connecté et réactif aux besoins des autres. Tradition et innovation. Honorer une sagesse éprouvée par le temps tout en restant ouvert à de nouvelles possibilités et méthodes. La maîtrise de ces intégrations ne se fait pas par des formules, mais par une navigation consciente et sensible des situations spécifiques que nous rencontrons. C'est un art qui se développe avec le temps par une pratique attentive et une réflexion honnête. Peut-être la question la plus importante que nous puissions poser sur notre productivité n'est-elle pas « comment puis-je faire plus ?» mais « quelle sorte d'influence ma façon de travailler a-t-elle sur le monde qui m'entoure ?» Nos actions n'existent pas dans le vide. Chaque choix que nous faisons sur la manière de travailler, de prioriser, de répondre au stress, de traiter les autres dans des contextes professionnels, contribue à la culture plus large et influence les choix que font les autres. Lorsque nous agissons par anxiété et par compulsion, nous encourageons involontairement l'anxiété et la compulsion chez les autres. Lorsque nous agissons par clarté et par un sens consciemment choisi, nous offrons un exemple de possibilités différentes. Jung écrivait sur la manière dont chaque personne qui devient plus consciente contribue à l'élévation de la conscience collective. Dans le contexte pratique, cela signifie que notre parcours personnel vers une productivité plus consciente est simultanément un acte de service envers les autres. Cette compréhension ajoute une dimension de sens à des pratiques qui pourraient sembler simplement personnelles. Lorsque nous développons une plus grande clarté sur nos priorités, nous ne bénéficions pas seulement à nous-mêmes, mais nous contribuons à une culture qui valorise la profondeur sur la superficialité. Lorsque nous apprenons à travailler avec moins de stress et une plus grande efficacité, nous devenons des exemples vivants qu'il existe une alternative au rythme effréné qui caractérise une grande partie de la vie moderne. La perspective spirituelle sur la productivité culmine dans la compréhension que chaque moment de travail conscient contient une qualité d'éternité. Non pas dans le sens d'une durée infinie, mais dans le sens d'un sens qui transcende les limitations temporelles. Lorsque nous sommes totalement présents à n'importe quelle activité, aussi simple ou banale qu'elle puisse paraître, nous touchons à quelque chose qui va au-delà des circonstances spécifiques. Nous accédons à une qualité d'expérience qui est à la fois profondément personnelle et universellement humaine. Cette qualité d'éternité dans le moment présent est ce qui rend possible
de trouver une satisfaction authentique, même dans un travail qui n'est pas encore idéal, ou dans des circonstances qui ne sont pas encore celles que nous choisirions. Nous découvrons que la qualité de notre expérience dépend plus de la conscience que nous y apportons que des conditions externes spécifiques. Ce n'est pas de la résignation passive ou de la rationalisation de situations inadéquates. C'est la reconnaissance que notre capacité à expérimenter l'épanouissement et à apporter une valeur authentique ne dépend pas d'attendre que toutes les conditions externes soient parfaites. Cette compréhension est profondément libératrice. Cela signifie que nous pouvons commencer à vivre et à travailler à partir de notre centre le plus authentique maintenant, dans les circonstances actuelles, tout en travaillant consciemment pour créer des conditions qui soutiendront encore mieux notre expression la plus complète. Nous arrivons à la fin de ce voyage exploratoire, mais comme tous les vrais voyages de découverte, la destination finale se révèle être un retour au point de départ avec une compréhension transformée. T.S. Eliot a parfaitement capturé cette dynamique. Nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toute notre exploration sera d'arriver là où nous avons commencé et de connaître le lieu pour la première fois. L'endroit où nous avons commencé était une inquiétude face à la productivité superficielle, une intuition qu'il doit y avoir une manière plus satisfaisante et durable d'organiser notre énergie et notre attention. L'endroit où nous arrivons est une compréhension que la véritable productivité n'est pas technique, mais spirituelle. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus consciemment qui nous sommes vraiment. Jung a observé que la plus grande découverte de sa vie a été que le privilège de toute une vie est de devenir ce que l'on est. Cette découverte transforme radicalement notre compréhension de la productivité. Au lieu d'essayer de devenir plus efficace selon des normes externes, nous commençons à découvrir et à exprimer notre manière unique et authentique de contribuer au monde. Le principe de Pareto, dans ce contexte transformé, devient bien plus qu'une observation statistique sur des distributions asymétriques. Il devient une invitation à découvrir les 20% de nos actions qui sont le plus alignés avec notre nature essentielle et qui produisent donc 80% de notre satisfaction et de notre impact authentique.